vient par le pied. Donc, la présentation du siège, c'est une présentation qui a toujours fait peur aux gynécologues obstétriciens. Alors, comment on va le classer? Vous savez, il y a deux types d'accouchements. Il y a les accouchements eutociques, c'est-à-dire faciles, et il y a des accouchements dystociques. Dystociques, par exemple, comme le front, la transverse, le bregma, etc. Alors, la présentation du siège, on va la classer parmi les présentations eutociques ou la dystocique. Eh bien, la présentation du siège, c'est une présentation eutocique, c'est-à-dire qui est acceptable et facilement acceptée par les voies naturelles. Mais certains disent que c'est un accouchement à la limite de la dystocie. Donc, maintenant, pour accepter, quand une femme se présente par le siège, pour accepter l'accouchement par voie basse ou voie haute, il y a maintenant des scores qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire, voie basse ou voie haute. Maintenant, ce qui est un peu admis par tout le monde, c'est que lorsqu'il s'agit d'une primigeste, actuellement, depuis une décennie à peu près, quand une jeune femme primigeste se présente et qu'il y a une enfant se présente par le siège, maintenant on fait une césarienne systématique. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais sinon, l'accouchement par voie basse, qui est la multipart, est très accepté. Voilà, donc pour accepter l'accouchement par voie basse, devant une présentation du siège, il y a des éléments, il y a des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération avant de décider si on accepte l'accouchement par voie basse ou par voie haute dans le cas de la présentation du siège. Actuellement, la formation des médecins n'est plus comme avant. Et la tendance actuelle, c'est que les obstétriciens modernes connaissent moins l'art de l'obstétrique et généralement, ils font beaucoup plus de césarienne devant une présentation du siège, et ce qui est faux. Il ne faut pas tomber dans cet abus. Alors, c'est quoi la définition d'une présentation du siège? Comme vous voyez ici, voilà, c'est un enfant, vous voyez le bassin en bas obstétrical. Je ne sais pas s'il voit quand je fais le schéma. D'accord? Ouais. Il voit ça. Hein? Oui. Vous voyez les flèches? Très bien. Donc ici, c'est l'os iliaque. Ici, c'est la symphyse pubienne. Et ici, l'os iliaque. Voilà. L'enfant est assis sur le bassin. Il est assis sur le bassin. Et comme vous voyez, il a les jambes croisées. Il est en assis tailleur, comme on dit. Donc, la présentation du siège, c'est une présentation longitudinale, c'est-à-dire la tête en haut et le siège en bas. Donc, le côté fœtal qui prend contact avec le bassin, c'est le siège. Donc, à l'intérieur de l'utérus, la tête se trouve en haut et le siège se trouve au contact des trois supérieurs. Présentation du siège. Alors, juste pour vous avertir avant de passer, ici, cet enfant est en assis tailleur. Il a les jambes croisées. Il y a une autre position qu'on va voir tout à l'heure. Alors, c'est la fréquence du siège. Vous savez, 96% des présentations de l'enfant en général pendant la grossesse, c'est par le sommeil. Et puis, ils viennent, la fréquence du siège, ce n'est pas 3 à 4, c'est à peu près 2,5 à 3%, ça dépend. Donc, c'est parmi les autres présentations. Après le sommeil, c'est le siège qui est plus fréquent. Et puis après le siège, il y a la face que nous allons étudier tout à l'heure.
Voici la fréquence. Donc. Alors, selon la présentation du siège, classification, il y a le siège complet, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, il est en assis tailleur, des jambes croisées, et il y a le siège décomplété. On va parler du siège complet, qui représente à peu près 33% des sièges. Le fœtus est en assis tailleur, et cette présentation est fréquente chez la multipare. Et nous avons l'autre côté, le siège décomplété. Il est meilleur, il est de meilleur pronostic que le siège complet. Alors, c'est une présentation plus fréquente que le siège complet. Donc, on a, comme vous voyez ici, les jambes sont en extension. Vous voyez, les jambes sont en extension enfin, sur la poitrine et sur la tête fœtale. Et si vous voyez en bas, au niveau du bassin, vous voyez un peu comment il se présente l'enfant. On voit les deux fesses, on voit l'anus et on voit les bourses d'un garçon. Et quand on va dire qu'est-ce que c'est qu'une présentation, ici vous voyez bien, c'est le sacrum de l'enfant. Ça va être le point de repère plus tard. Allez, on continue. Alors, les variétés de position. En fonction que l'enfant soit à droite ou à gauche, en oblique, etc., nous allons avoir plusieurs variétés de positions en fonction du sacrum. Donc, si on prend, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer. Voilà un bassin, voici le bassin, le détroit supérieur du en haut. Alors ici, vous avez le sacrum de l'enfant, d'accord? Ici, vous avez la symphyse pubienne de la femme, et ici, le coccyx de la femme. Donc, en fonction de la position du sacrum de l'enfant, on va dire quelle est la variété de position. Donc, comme par exemple ici, voici le sacre, voici le bassin, voici la symphyse, voici le coccyx. Et ici, nous sommes, c'est à droite, ici, c'est la droite de la femme, et nous sommes à la partie postérieure. Donc, nous disons que nous sommes en sacro-iliaque droite postérieure. On va voir ça tout à l'heure. Alors, c'est le sacrum de l'enfant qui va donner le repère de la présentation. Vous voyez très bien, on va avoir 4 présentations. Si le sacrum est vers le haut, du côté de la symphyse pubienne, à droite ou à gauche, on va dire sacro-iliaque gauche antérieure, sacro-iliaque droite, sacro-iliaque gauche postérieure, sacro-iliaque droite antérieure. Voici les 4 positions. On peut avoir une 5e et une 6e position lorsque il n'est pas au niveau d'une position antérieure ou postérieure du bassin, il peut être en transverse, on va dire. Quand il est à gauche, on va dire qu'il est à gauche transverse, au lieu de dire antérieur ou postérieur, lorsqu'il est au milieu. Et on peut dire sacro-iliaque droite transverse, lorsqu'il est à droite et en position transverse. Voilà. Ici, on va citer cool. On va les citer. Hein? Et on va commencer par le A. Non, le A, c'est pas. Ouais. C'est un peu. C'est pas bien visible parce qu'il y a le pied. Ici, c'est un siège complet. Mais si on prend ici le sacrum, c'est ça? Ou bien ici. Ici, le sacrum est en bas à gauche. C'est une sacro-iliaque gauche postérieure. Donc ici, le sacrum, il est là. Sacro-iliaque gauche antérieure. Ici, le sacrum est postérieur et à droite. C'est une sacro-iliaque droite postérieure. Ici, le sacrum est en haut et à droite sur le bassin que nous voyons ici. Vous voyez, c'est une sacro-iliaque droite antérieure. Quelles sont les étiologies? Pourquoi il y a une présentation du siège? Il faut bien vous mettre une chose dans votre tête, que le siège
a généralement toujours une raison. Il y a une raison pourquoi il y a siège. Il n'y a pas de présentation du siège sans cause. Il y a certainement une cause. Et les causes, on va les retrouver. Quelles sont les étiologies, si vous voulez, pourquoi la femme fait une présentation du siège et pas une présentation du sommeil, etc. Alors, quelles sont les causes? On va commencer par les causes fœtales. Donc, en obstétrique, il faut toujours rechercher les différentes causes. On dit qu'il y a les causes fœtales, il y a les causes maternelles ou utérines, et il y a les causes ovulaires. On commence par les causes fœtales. Alors, quand vous examinez une femme à 7 mois, 8 mois de grossesse, 70% ils sont en position en position de siège. Donc, la prématurité, c'est une grande cause de la présentation du siège. Parce que à 7-8 mois, il est en siège, mais à 9 mois, il fait ce qu'on appelle une culbute et il devient céphalique. Donc, si la femme accouche d'un enfant prématuré, dans 70%, il est podalique, il est siège. Donc, la prématurité. Ensuite, il y a les malformations fœtales. Lorsque l'enfant a une grosse tête, une hydrocéphalie, généralement, il y a un certain équilibre naturel, la pesanteur, et puis la tête se trouve en haut et le siège en bas. Hydrocéphalie, lorsqu'il y a beaucoup de liquide dans la tête de l'enfant. Et puis, il y a les grossesses multiples, les grossesses gemellaires, les triplés, tout ça. Généralement, il y a un enfant qui est en siège, l'autre en céphalique, etc. Les grossesses multiples sont des causes aussi de présentation du siège. Et puis, des fois, l'hyperextension de la tête fœtale peut être aussi gêner, si vous voulez, l'accommodation de la tête vers le bas. Voilà. Les causes maternelles maintenant. Alors, quand on dit cause maternelle, c'est généralement l'utérus. Alors, nous avons un utérus, quand on a un utérus cylindrique comme ça, généralement, lorsque l'enfant est au 7e mois, il est en siège. Et plus il grossit, plus il est gêné. Il est gêné de faire une rotation. Donc, il reste en siège. Donc, des utérus cylindriques. D'accord? Et puis, des utérus qui sont très relâchés, de grandes multipares. Donc, ce sont des utérus qui sont flasques et ils sont favorables beaucoup plus à des présentations du siège ou bien même transverses. Donc, les utérus, malformation utérine, l'hypoplasie utérine. Alors, lorsqu'on a des utérus comme ça, un utérus unicorne, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule, un utérus, il y a une moitié de l'utérus, voilà la moitié, qui a une seule corne. Donc, c'est un utérus, si vous voulez, qui est cylindrique. Unicorne, on appelle ça, avec un seul col. Là, l'enfant, lorsqu'il est en prématuré, lorsqu'il est à 7-8 mois, il est en siège. Et comme il ne peut pas tourner plus tard, il va rester en siège, dans l'utérus unicorne. La même chose dans les utérus, si vous voulez, didelphes, utérus double. Donc, ce sont des utérus hypoplasiques avec 2 cols. Voilà. Et puis même le vagin, il y a 2 vagins des fois un seul vagin. Ici, il y a une cloison. Donc, les utérus endodidelphes, vrais qu'on appelle, sont aussi facteurs de risque de la présentation du siège. Pseudodidelphes, lorsqu'il y a des utérus comme ça, coupés en 2, avec 2 cols, 2 utérus et un seul vagin, contrairement à celui-là qui a 2 vagins, parce qu'il y a un vagin ici, un vagin ici, une cloison au milieu. Mais une seule vulve, bien sûr, une seule vulve. Donc là, c'est ce qu'on appelle pseudodidelphes. Facteur de risque. Voilà les utérus à éperon. À éperon, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a une cloison ici. Ça dépend, cette cloison, elle peut descendre jusqu'ici, des fois, elle s'arrête comme ça. Là aussi, c'est une malformation utérine qui favorise la présentation du siège. Voilà, cordiforme. Cordiforme, c'est en forme de cœur. Hein? Les utérus cordiformes aussi, ils sont beaucoup plus favorables pour les présentations transverses, beaucoup plus que le siège. Alors, maintenant, ça, c'est des malformations congénitales de l'utérus. Maintenant, il y a des malformations acquises au cours de la vie. Donc, imaginez-vous un peu
Imaginez-vous un peu ici, vous prenez cet utérus, supposons que vous avez un fibrome qui est ici. Il va certainement gêner la poursuite de la grossesse et il va bloquer le fœtus en une position, il ne peut plus bouger. Donc, alors, les fibromes, c'est une cause de présentation du siège. Les multiparités, j'en ai parlé tout à l'heure, quand il y a une multiparité, une femme qui a accouché beaucoup, qui a beaucoup d'enfants, l'utérus est flasque et voilà, donc ça peut venir, toutes les positions sont possibles. Et il y a le rétrécissement pelvien aussi, lorsque le bassin rétrécit, etc. Là aussi, le développement de l'utérus est bloqué à partir du 7e mois en présentation du siège. Maintenant, les causes ovulaires. Ovulaires, c'est-à-dire le fœtus et les annexes, placenta, cordon, liquide amniotique, etc. Donc, les anomalies du liquide amniotique, lorsqu'il y a beaucoup de liquide, l'enfant ballotte beaucoup et il peut se trouver finalement en position du siège. L'oligoamniose, lorsque le liquide amniotique est très diminué, là aussi, l'enfant peut être bloqué au 7e mois en position du siège. Les anomalies du cordon, lorsque le cordon est court, donc il est maintenu en une position, il ne peut plus tourner, il ne peut plus faire de culbute physiologique au 9e mois, et s'il est en siège, il reste siège. Aussi les cordons circulaires autour du cou. Et puis lorsqu'on a un placenta bas inséré, c'est-à-dire préviant, lorsque le placenta est préviant, il gêne aussi la rotation fœtale et il peut être maintenu en siège. Alors comment pose-t-on le diagnostic du siège? Alors, il y a quelque chose? Oui. Donc, alors, le diagnostic comment on le pense? D'abord, on va poser un interrogatoire. Est-ce qu'il y a des antécédents obstétricaux de siège? Si la femme a déjà eu un siège, c'est que sûrement elle avait un utérus quelque part mal formé. Et donc, c'est ce qui explique que cette présentation aujourd'hui est les sièges. Une notion de fibromyalgie, est-ce qu'elle a un fibrome? Voir une gêne, est-ce qu'il y a une gêne avec une douleur sous-costale? Là aussi, ça témoigne d'une malformation utérine. Un interrogatoire. L'examen clinique, c'est comme une présentation du sommet. L'utérus est développé longitudinalement. Il n'est pas transversalement étendu, élargi, mais il est longitudinal, à peu près comme la présentation du sommet. Seulement, la différence, c'est qu'à la palpation, on va palper deux pôles. Un pôle supérieur qui est rond, dur, qui correspond à la tête, et un pôle inférieur qui est mou et qui correspond au siège. Ça, c'est la palpation. L'auscultation. Attendez, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je vais reprendre la présentation. Non, puisque ah, d'accord. Alors, l'auscultation, des battements cardiaques fœtaux. Alors, comme repère, vous allez prendre l'ombilique que vous allez partager en 4 cadrans. Et dans le cas de la présentation du siège, les produits, les battements cardiaques fœtaux, les bruits cardiaques fœtaux, ils sont perçus au-dessus de l'ombilique. Et en fonction que l'enfant soit en position gauche ou droite, postérieure ou antérieure, donc ça sera entendu, les baisses seront entendues au niveau des deux cadrans supérieurs. Si c'était une présentation du sommet, les BCF, on les entend les deux cadrans inférieurs. Toucher vaginal. Alors, le toucher vaginal, bien sûr, lorsque le col est ouvert. Parce que lorsque le col est fermé, on ne peut pas toucher la présentation. C'est impossible. Donc, lorsque le col est ouvert, lorsque la femme est en travail, on peut faire un toucher vaginal et on va palper, mais on va palper la présentation. Imaginez-vous, vous avez soit un siège complet, l'enfant est en assis ailleurs, soit l'enfant est
siège décomplété et l'enfant a les jambes relevées. Donc, la présentation, elle est perçue au bout du doigt, avec les doigts, au niveau des droits supérieurs. Et lorsque le siège est décomplété, généralement, la présentation est plus basse, elle descend. Segmenté bien formé. Donc, on peut confondre cette présentation du siège avec une présentation de la face. Alors, on peut confondre une présentation du siège avec... Alors, sur quoi on va se tromper? Qu'est-ce qui va nous induire en erreur? Quand on fait un toucher vaginal, lorsque l'enfant est en présentation du siège, on peut toucher l'anus. Et lorsqu'on touche l'anus, on dit c'est la bouche. Donc, c'est une confusion avec la présentation de la face. Ou bien des fois, quand on touche les fesses de l'enfant, droite et gauche, on les confond avec les joues. Et lorsqu'on touche le sacrum de l'enfant, on peut le confondre avec le nez. C'est ça le diagnostic différentiel au toucher. Donc, le diagnostic différentiel au toucher peut se faire avec la présentation de la face. Ou, donc, je répète, le toucher de l'anus peut être pris pour la bouche de l'enfant, en cas de présentation de la face, et le toucher du sacrum de l'enfant peut être confondu avec le nez, et le toucher des fesses de l'enfant peut être confondu avec les joues de l'enfant, dans la présentation de la face. Donc, quels sont les examens complémentaires pour confirmer une présentation du siège? C'est très facile. Généralement, c'est la clinique qui suffit. Sinon, c'est la radiographie du contenu utérin. C'est quoi? C'est une radiographie normale, ce que vous appelez en chirurgie, ce qu'on appelle en chirurgie, l'ASP, l'abdomen sans préparation. Vous voyez ici la tête de l'enfant. Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais maintenant? La flèche, tu la vois? Oui. Tu vois la flèche? Voilà. Ici, la flèche, ça c'est la tête de l'enfant. Ici, c'est la colonne vertébrale qui descend. Vous voyez? Voilà, ici c'est le siège. Alors, ce qu'on apprécie dans le contenu utérin, ce qu'on doit apprécier, c'est la tête. On voit qu'elle est bien fléchie. On voit la colonne qui est bien courbée et la tête bien fléchie. C'est un signe important dans le pronostic de l'accouchement du siège. Si la tête était défléchie, c'est mauvais. C'est un mauvais pronostic, mais quand elle est bien fléchie comme ça, donc la radiographie du contenu utérin, on appelle ça l'ASP. Et puis aussi l'échographie pose facilement le diagnostic. Alors pendant le travail, c'est ce que je viens d'écrire tout à l'heure, voici un enfant. Ici, à gauche, c'est une présentation du siège complet. Donc le toucher vaginal, on peut toucher les pieds. C'est un pied, quand il est complet. Le siège complet, là. On touche les pieds, ici il y a les bourses, il y a les fesses, et il y a le sphincter anal. Et ici, excusez-moi, hein. Et à droite, vous avez une présentation du siège, mais complet. Là, on ne voit pas les pieds, ils sont relevés. Donc, on voit les bourses, on voit les joues, plutôt les fesses, on voit le sphincter, et ici, le sacrum. Donc, vous y voyez un peu, quand on fait un toucher, si on n'est pas averti, on peut confondre cette présentation-là pour une présentation de la face. Diagnostic. Alors, diagnostic différentiel, je vais me répéter. Alors, une présentation céphalique, on peut confondre un siège avec une présentation céphalique. Mais c'est pas, c'est facile, diagnostic. Ici, à corriger, il est facile. Pourquoi? C'est lorsqu'il y a une bosse dans la tête fœtale, on appelle ça la bosse séro-sanguine, BSS, bosse séro-sanguine. Donc, c'est une bosse qui est sur la tête fœtale, qui est remplie de sang et qui gêne la présentation.
Et quand elle est molle, on peut la confondre avec un sommet. La face, c'est ce que je viens de décrire. Par contre, la face, j'ai dit, on peut confondre ce que je vois tout à l'heure. On peut confondre, je me répète, dans la présence de la face, les fesses pour des joues, le sphincter pour une bouche et le coccyx pour le nez de la tête. On verra tout à l'heure quand on va faire la présentation de la tête. Voilà, donc le diagnostic différentiel de la présentation du siège, elle peut se faire avec la présentation céphalique, avec la présentation de la face. La présentation transversale, et c'est beaucoup plus facile, c'est lorsqu'on touche le pied, on peut prendre ça pour un siège. Parce que dans la présentation transversale, lorsque l'enfant il a un dos antérieur, les pieds viennent en avant. Et là, en touchant un pied, on peut dire que c'est une présentation transverse, alors que non. Vous allez toucher la différence, pour faire la différence, vous allez toucher le gris costal des côtes de l'enfant, et on va tout de suite se rendre compte que ce n'est pas une présentation du siège. L'étude de l'accouchement. Alors, l'accouchement, comme pour tout accouchement, il y a 3 temps. Il y a, alors, d'abord, l'enfant va comporter 3 parties. La première partie, c'est le siège. La deuxième partie, c'est les épaules. La troisième partie, c'est la tête. Donc, on va avoir la traversée de chaque partie de l'enfant à travers le bassin. Dans le bassin, il comprend lui aussi 3 parties. Il comprend le détroit supérieur, le détroit moyen et le détroit inférieur. Donc, chaque partie va traverser ces 3 éléments du bassin. D'abord, le siège va traverser le DS, le détroit supérieur. Descente et rotation, il va traverser le détroit moyen. Et le dégagement du siège traverse le détroit inférieur. Donc, et puis viennent les épaules qui vont suivre le même chemin, engagement au niveau du détroit supérieur, ils vont traverser le détroit moyen et ensuite se dégager du détroit inférieur. Ensuite arrive la tête, qui est le gros problème de l'accouchement du siège. Ce qui nous fait peur dans le siège, c'est la rétention de la tête. Voilà. Donc, les phénomènes mécaniques. Donc, comment se fait l'accouchement? Alors, le fœtus, il est un bloc homogène. Tête, tronc et membres sont solidaires. Donc, l'accouchement doit se faire, donc, se dérouler comme un processus continu sans arrêt, ni retour en arrière. Alors, l'accouchement du siège. Alors, vous voyez très bien, on va commencer par l'accouchement d'abord du siège. Ensuite, plus tard, ce sont les épaules. Ensuite, plus tard, ce sera la tête. Vous voyez ma flèche. Donc, alors, on va commencer par le siège. L'engagement du diamètre bitrochontérien, le trochanter, vous connaissez, c'est entre les 2 ailes iliaques, dans un diamètre oblique du bassin. Donc, l'engagement, le bitrochontérien du fœtus, le diamètre bitrochontérien, j'espère que vous l'avez appris dans le bassin. Donc, il va s'orienter selon un diamètre oblique du bassin. Là, il s'engage sur le diamètre oblique de façon synclite. Et il descend d'un côté puis de l'autre. Le détroit supérieur. Ensuite, il descend. Le siège descend. Et le siège il est facile et précoce dans le siège décomplété. Je dis quand le siège est décomplété, c'est facile. Il est un peu plus laborieux lorsque le siège est complet, c'est-à-dire assis ailleurs. Voilà, donc on commence par l'accouchement du bitrochontérien. Il se présente au niveau du détroit, détroit supérieur selon le diamètre oblique du bassin. Ensuite, de façon synclite. Synclite, c'est une inclinaison d'un côté plus de l'autre. Il s'engage dans le bassin. Alors cet engagement, il est facile dans le siège décomplété, mais il est plus laborieux dans le siège complet. Alors ensuite, il y a la descente des rotations.
cette descente de rotation, elle se fait dans le détron moyen. Donc, alors il faut que l'enfant se dégage en un diamètre transverse de l'enfant. Hein. Donc, il va faire une petite rotation de 1/8 de cercle. Et alors, voilà, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, ici, on voit ce siège, il est oblique. Voilà. Il est engagé selon le diamètre Ada oblique transverse du droit supérieur. Voilà le diamètre. Donc, la descente des rotations, ce diamètre-là de l'enfant va venir ici. Donc, pour arriver ici, c'est 1/8 de cercle. Alors, si je partage ce cercle en 4, à 4, c'est 1/4 de rotation. S'il était là et il tourne jusqu'ici, c'est 1/4 de rotation. Comme il est là et il tourne jusqu'ici, ça va être 1/8 de rotation. Donc, pour comprendre, c'est dans le détron moyen que l'enfant qui est engagé selon un diamètre oblique va faire une rotation de 1/8 de cercle. Ah non, j'ai dépassé. Voilà. Donc, au niveau du détron moyen, c'est la descente des rotations. Donc, dès que le bassin de l'enfant a traversé le détroit supérieur, il va tourner de 1/8 de cercle. En même temps qu'il descend, il tourne. Et son diamètre bitrochondrien de l'enfant, dont le diamètre entre, c'est-à-dire il devient entre la symphyse pubienne et le sacrum de la femme. Comment on appelle ça? Le sacrum, le coccyx. Donc, le bitrochondrien de l'enfant devient entre la symphyse pubienne et le coccyx. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, il devient transverse. D'accord? Maintenant, s'il y a une sacro-iliaque antérieure, la rotation se fait 1/8 en arrière. Si elle est postérieure, elle fait 1/8 en avant. Ça dépend dans quelle position il est l'enfant. De toute façon, au niveau des détron moyen, il y a une descente et une rotation du siège de l'enfant. Alors, le sacrum maintenant est toujours en transverse. Le dégagement. Vous voyez le dégagement. Donc, la hanche de l'enfant, ici, va se caler sous la symphyse pubienne. Voici la symphyse pubienne. Et l'enfant va caler sa hanche sous la symphyse pubienne et il se dégage et il sort. La hanche donc se dégage la première et se fixe sur la symphyse pubienne. Voilà l'accouchement du siège, le derrière de l'enfant. Maintenant, c'est autour des épaules. Donc la hanche se dégage, ensuite par contre la fourchette pubienne, voilà, l'enfant est sorti, le siège de l'enfant. Maintenant, c'est les épaules, c'est autour des épaules. Alors, le diamètre des épaules, ça s'appelle le diamètre biacromial. Alors, c'est la même chose que le siège. Le biacromial va s'orienter selon un diamètre oblique du bassin. Ensuite, il va faire sa descente. Ensuite, il va faire sa descente de rotation. Ensuite, il va faire son dégagement. Les épaules se dégagent en transverse successivement, les bras tombés. Et la dernière, la plus difficile, c'est l'accouchement de la tête dernière. Là, c'est merdique. Là, c'est vraiment... Alors, le pronostic de l'accouchement de la tête, il est mesuré en fonction de la flexion de la tête, si la tête est bien fléchie et si la tête n'est pas grosse. Maintenant, lorsque la tête est trop grosse, un diamètre bipariétal supérieur à 98, il vaut mieux faire une césarienne, sinon on va avoir une complication ici. La tête ne va pas sortir, on appelle ça la rétention de la tête dernière, c'est la complication majeure.
Donc, l'accouchement de la tête dernière, l'engagement, en même temps donc l'abaissement des épaules, la tête s'oriente sur un diamètre oblique du bassin, la même chose. L'occiput en avant, il se fait en flexion. L'enfant est bien fléchi, l'occiput en avant, sur la symphyse pubienne. La descente, ensuite, descente des rotations. L'occiput tourne, doit tourner en avant pour arriver au détroit inférieur. Descente des rotations, la tête tourne en avant, ensuite le dégagement. Alors maintenant, l'occiput, il vient, l'occiput de l'enfant. Alors, il vient sous la symphyse pubienne. Et ensuite, il peut sortir. Alors, rien du tout, la tête se fléchit probablement la fin, puis la tête se dégage et l'accouchement est terminé. Alors, imaginez-vous si, pendant la descente de rotation, ou bien lorsque l'accoucheur touche un peu à l'enfant, au lieu d'avoir un occiput sur la symphyse pubienne, on va voir le montant sous la symphyse pubienne. Et là, c'est une dystocie majeure. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, le meilleur accouchement, c'est la tête sur la symphyse pubienne occiput. Voilà, anomalie du mécanisme d'accouchement. Alors, les anomalies de l'accouchement du siège, il est facile et précoce dans le siège décomplété, mot des fesses. C'est-à-dire qu'il est facile. Oui. Hein? Je vais refaire donc la présentation. Il y a un problème. Attendez. Hein? Tad? C'est bon? Anomalie dans le mécanisme. Alors, le mécanisme d'accouchement, ça dépend quel type de siège vous avez. Si on a un siège décomplété, mode des fesses, l'accouchement est facile. Mais il est long, quand le siège est complet. Parfois, il s'engage pas. Donc, le meilleur accouchement, c'est lorsque le siège est décomplété, meilleur que possible. Maintenant, la deuxième anomalie, la progression du siège. La progression du siège, elle peut être ralentie au niveau du détroit moyen. Ça dépend du volume fœtal. Et alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pendant cette complication lorsque le siège est dégagé? On peut avoir un relèvement des bras du fœtus. Vous voyez un peu ici. Voilà, donc on a ici la symphyse pubienne et on a ici le sacrum et le coccyx de la maman. Donc, généralement, lorsqu'il y a, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le tronc, la tête et le corps sont solidaires. Pendant l'accouchement, il faut qu'ils restent solidaires. Lorsqu'il manœuvre intempestive de la sage-femme ou du médecin, on peut désolidariser les membres du tronc et l'enfant va relever les bras. Et lorsque les bras sont relevés, c'est une autre dystocie majeure, qui nécessite l'intervention de l'obstétricien. Alors là, on est obligé de faire des manœuvres pour faire abaisser les bras et faire terminer l'accouchement. Voilà donc les anomalies. Alors, quatrième anomalie, imaginez-vous que cet enfant qui descend et la tête est sous la symphyse pubienne. Imaginez-vous, l'enfant fait une rotation en avant, c'est-à-dire le ventre qui est en arrière, vous voyez ici le ventre il est en bas, il devient ici le ventre, c'est-à-dire une rotation du dos. C'est le dos qui va tourner ici et le ventre va être ici. Donc on va avoir le menton ici sous la symphyse pubienne. Et là aussi, c'est une grande dystocie. Une grande dystocie qui nécessite des manœuvres et qui peuvent tuer l'enfant. La cinquième difficulté, c'est la rétention de la tête dernière. Comme j'ai dit tout à l'heure, la tête est retenue. Oui, la tête est retenue et là aussi c'est une grande dystocie. D'accord? Et sixième anomalie,
c'est la rétention. Alors, la rétention de la tête des nerfs au-dessus des étroits supérieurs n'est pas engagée, ou bien dans l'excavation. Là aussi, elle nécessite des manœuvres assez compliquées. Alors, dans le siège, il faut toujours respecter la poche des os jusqu'à dilatation complète. Donc, si la poche des os est rompue en début de travail, c'est une anomalie qui est de mauvais pronostic. Donc, autre anomalie au cours de l'accouchement, la procédance du cordon. Il peut arriver que le cordon tombe dans le vagin avant l'engagement, par exemple, du siège ou l'accouchement des épaules. Non, dans les épaules, non, il n'y a pas de problème. Mais si le cordon descend avant le siège, là aussi, c'est une complication. Pendant l'accouchement, on peut avoir un ralentissement du rythme cardiaque fœtal pendant le travail. Là aussi, c'est une anomalie. Et en fonction de la progression, il faut intervenir, soit voix basse, soit haute. Et enfin, une autre anomalie dans le siège, c'est le déclenchement artificiel du travail qui n'est pas tellement indiqué dans le siège. C'est pas, il ne faut pas faire de déclenchement sur le siège, généralement c'est une contre-indication. Il vaut mieux faire une césarienne en cas de... Voilà. Quels sont les phénomènes plastiques qu'on peut avoir en cas de difficulté lorsqu'il y a des manœuvres? On peut avoir un petit aplatissement qui est transitoire de la voûte crânienne lorsqu'il y a une manœuvre. Le 8 et 9. Alors, la procédance du cordon. La procédance du cordon, c'est lorsque le cordon descend avant la présentation. Le cordon, il vient avant le siège. Là, il y a un risque de compression du cordon et ça peut entraîner une souffrance fœtale et ça peut tuer l'enfant. Donc là, c'est là où l'accoucheur doit intervenir. C'est ce qu'on appelle la présence du cordon. C'est vrai qu'on ne nous a pas fait secours. C'est lorsque le cordon vient avant la présentation. 9, c'est altération du rythme cardiaque fœtal. C'est-à-dire pendant l'accouchement, on met le rythme cardiaque fœtal en enregistrement. Et si on tombe, si l'enregistrement nous montre qu'il y a une souffrance fœtale aiguë qui peut tuer l'enfant. Là, avant l'engagement du siège, on peut intervenir et faire une césarienne pour sauver l'enfant. Maintenant, si l'altération du rythme cardiaque fœtal est arrivée au moment de la descente et rotation, là, on ne peut plus revenir en arrière. Généralement, on active l'accouchement. On va l'activer avec des perfusions d'ocytocine. Phénomène plastique, j'ai dit qu'il y a des petites déformations, mais qui sont transitoires et qui reviennent ad intégrant après. Donc, on peut avoir des petites, comme une aplasie des côtés, ou bien une bosse, un œdème, si vous voulez, qui peut siéger sur le talon, sur les fesses et sur les organes génitaux. C'est-à-dire que tellement la femme pousse et que le siège est à la vulve, il y a, si vous voulez, un petit peu une compression qui peut donner des œdèmes et qui disparaissent dans les 2-3 jours qui suivent. C'est ce qu'on appelle la bossure sanguine. Le pronostic. Alors, le pronostic maternel, est-ce qu'il est bon? Alors, il y a, bien sûr, lorsque l'accouchement est mal dirigé, quand on a fait pousser sur le col, on peut avoir des déchirures du col et du périnée. Donc, ou bien lorsque l'extraction est brutale. Et puis, les complications infectieuses, lorsque les règles d'asepsie ne sont pas respectées, on peut aboutir à des complications pendant tout l'accouchement. Alors, la mortalité dans le siège n'est pas aussi élevée que dans la présentation du sommeil. Il y a des risques
de déchirure, mais la mortalité, elle est identique au accouchement du sol. Alors l'enfant, par contre, il y a plus de risques. Alors la mortalité fœtale est beaucoup plus grande que dans les présentations céphaliques. D'abord parce que généralement c'est des prématurés, parce que généralement c'est des hydrocéphales mal formés, ou bien lorsqu'il y a un traumatisme obstétrical, des manœuvres obstétricales, lorsqu'il y a une rétention de la tête dernière, lorsqu'il y a des manœuvres d'abaissement du bras, encadrement des bras, etc. Tout ça peut entraîner une morbidité ou là une mortalité fœtale. La morbidité, ce sont les lésions neurologiques parce que des fois, lorsqu'il y a une rétention de la tête, on fait des manœuvres de traction. Et là, ça peut donner aussi des atteintes du plexus brachial, lésions musculaires, des fractures aussi. On a eu beaucoup de fractures du fémur. Et j'ai même vu des fractures, des nécroses fémorales avec amputation. Donc, l'accouchement du siège nécessite un obstétricien gynécologue entraîné, compétent. C'est pour cela que maintenant, devant un siège, la majorité des auteurs font une césarienne parce qu'ils ne sont pas entraînés à faire l'accouchement du siège. Alors, on s'est même intéressé à l'avenir des enfants nés par le siège. On a remarqué que les enfants nés par le siège accusent un retard beaucoup plus important que les enfants nés par la tête. Et voilà, donc c'est un drame. C'est pour ça que maintenant, si la majorité des gynécologues obstétriciens, devant une présentation du siège, surtout chez la prémie, on fait une césarienne systématique. C'est l'indication, c'est une recommandation, mais elle dépend beaucoup plus de la dextérité et de l'expérience de l'accoucheur. Elle dépend bien sûr de l'enfant, de la taille, de la biométrie, et elle dépend aussi du patient de la femme. De toute façon, comme vous remarquez, il y a beaucoup d'anomalies chez les enfants. Alors, quels sont les éléments du pronostic? C'est bien sûr une multipart, c'est beaucoup plus aisé de faire un siège. Le poids de l'enfant, il ne faut pas qu'il soit trop gros. La taille, le bassin, l'utérus, il faut qu'il soit normal. Et les parties molles, bien sûr, le périnée. Et bien sûr, la femme, il faut qu'elle soit préparée psychologiquement. Alors, le pronostic chez le fœtus, c'est le mode de présentation. La présentation du siège décomplété est meilleure que la présentation du siège complet. Bien sûr, la gestationnelle, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est le poids et les dimensions fœtales, parce que l'âge, un grand prématuré, c'est-à-dire moins de 2,5 kg, c'est normal, c'est beaucoup plus la prématurité qui est grave, ce n'est pas l'accouchement. Mais comme on a souvent des enfants prématurés, ce qui explique un petit peu la morbidité chez l'enfant. Et puis, l'attitude de la tête dernière, j'ai dit, lorsque sur le contenu utérin, lorsque vous faites l'abdomen sans préparation, ou bien lorsque vous faites une échographie, il faut toujours donner une importance capitale au degré de la flexion de la tête. Une tête bien fléchie au départ et de bons pronostics. Une tête intermédiaire ou bien défléchie, elle est de mauvais pronostics pour l'accouchement du siège. Retenez bien ça. Alors, on vite à tenir. Pendant la grossesse, il faut prendre une décision. Soit on accepte la voix basse, soit on décide de faire une césarienne prophylaxique. C'est-à-dire, vous préparez la femme, vous lui dites, madame, votre enfant est trop gros, vous avez ceci, cela, et on va faire une césarienne. Donc, on va décider pendant la grossesse. Certains ils vont tenter des VME, version
par manœuvre externe. C'est-à-dire, au 7e, 8e mois, on essaie de faire une rotation de l'enfant, c'est-à-dire on va transformer le siège en sommet. Et puis, on fait des ATM pour bloquer la présentation dans cette position. Mais généralement, quand il y a une mauvaise position, quand il y a une mauvaise malformation utérine, d'abord, on peut échouer lorsque l'utérus est symétrique, lorsque l'utérus est hypoplasique. Et puis, des fois, dès qu'on fait la rotation, le lendemain, la présence du siège revient. Généralement, moi, je n'aime pas beaucoup les versions par manœuvre externe. Mais certains auteurs les tentent un petit peu pour transformer le siège en sommet. Voilà comment on fait une VME, une version par manœuvre externe. On fait une rotation de la tête, on pousse, et jusqu'à ce qu'on arrive, on transforme le siège en sommet. Voilà. Donc on fait monter le siège ici, il était là, on le monte ici, et on fixe la tête en bas. C'est facile. Généralement, ça se fait sur un utérus qui est souple et une grossesse jeune, un enfant de petit poids, 34-35 semaines. Pas tenter ça sur un utérus mal formé, avec un fibrome, un utérus unicorne, tout ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas tenter ça sur une grossesse gémellaire parce que ça ne va pas marcher. Et il ne faut pas tenter ça sur un utérus cicatriciel, ça peut provoquer une rupture utérine. Ou bien, il ne faut pas tenter ça lorsqu'il y a une contre-indication à la voie basse, c'est-à-dire quand vous avez un bassin rétréci, un bassin osseux. Ce n'est pas la peine de faire ces versions parce qu'elle ne va pas accoucher même par sommet, elle ne va pas accoucher par voie basse. Bien sûr, la tocolie, c'est-à-dire qu'il faut relaxer l'utérus, il faut relâcher l'utérus quand on fait ces manœuvres. VME. Non. Est-ce que les VME sont efficaces? Je vous ai dit, moi je n'aime pas beaucoup. Moi je n'aime pas les versions par manœuvre externe. Certains auteurs la font. Bah, voici, il faut la faire d'abord jeune, à 34-35 semaines. Il faut avoir une utérus qui n'est pas mal formé, qui n'est pas cicatriciel, qui n'est pas gémellaire, qui n'y a pas de contre-indication, qui a un bassin normal. Mais en réalité, lorsque l'accoucheur est compétent, l'accouchement du siège est un accouchement aussi eutoxique, qui est normal. Donc, moi, je suis contre les VME. Parce que généralement, quand on les fait, on échoue. Et puis, quand on fait cette manœuvre, on peut provoquer des accidents de rupture utérine ou bien d'un hématome rétroplacentaire, un décollement du placenta. Et là, ça, c'est compliqué. Je préfère ne pas faire, moi personnellement, je ne fais pas de version par manœuvre externe. Parce que souvent un échec, et puis dès qu'on termine la manœuvre, dès qu'il est en position céphalique, on relâche la femme et le lendemain, elle revient avec une présentation du siège. Elle reprend la nature. On ne peut commander la nature. Mais vous êtes un petit peu. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. La nature, il faut lui obéir. Si vous voulez contre nature, ça ne va pas marcher. Allez. Pendant le travail, si la voie basse est acceptée, alors c'est toujours la même équipe, pédiatre, obstétricien, anesthésiste. La dilatation du col doit se développer normalement. Il faut respecter la poche des os jusqu'à dilatation complète. S'il y a une dystocie, c'est-à-dire un défaut de dilatation très lente, ou bien une dystocie cervicale de quoi qui ne veut pas s'ouvrir, il faut aller à la césarienne. Donc, normalement, cette dilatation, normalement, généralement, on la voit dans le siège décomplété. Dans le siège complet, généralement, mauvaise dilatation, mauvaise dilatation cervicale. L'expulsion. Alors, la dilatation complète plus présentation, arriver sur le périnée. Dilatation complète pour arriver à l'expulsion. Alors, bien sûr, les contractions utérines, elles doivent correspondre en même temps que les efforts expulsifs. Ça, c'est une étude
une préparation de l'accouchement. La femme doit être prête. Les contractions utérines doivent être efficaces. L'épisiotomie est systématique. Voilà. Alors maintenant, devant un siège, les méthodes d'accouchement du siège. Il y a un adage qui dit, devant un siège, il faut prendre un siège. C'est-à-dire, on appelle ça la méthode de Vermeulen. Alors, je suis avec les étudiants. Donc, les méthodes. L'abstention totale, c'est ce qu'on appelle la méthode de Vermeulen. Il ne faut rien faire. Devant un siège, il faut prendre un siège et s'asseoir et regarder. Laisser l'accouchement se dérouler spontanément. Il ne faut intervenir qu'en cas de difficulté, c'est-à-dire un relèvement des bras ou bien une rotation du dos en arrière. Voici le Vermeulen, il ne faut rien faire. Ça, c'est le Vermeulen. Abstention complète. Voilà, l'enfant il sort et il est dégagé tout seul. Maintenant, en cas de petites complications, s'il y a une rétention de la tête dernière, on fait la manœuvre de Bracht. Bracht. Voilà, lorsqu'il y a une rétention de la tête, on relève l'enfant, le dos contre le ventre de la mère et la tête se dégage. La manœuvre de Bracht. Et puis, si ça ne suffit pas, on fait la manœuvre de Bracht et Morisot. C'est-à-dire, on relève les bras et on introduit les doigts dans le vagin pour tirer la tête fœtale. Ça, c'est le Bracht, uniquement une extension, relèvement des pieds avec accolement, si vous voulez, du dos fœtal contre le ventre de la mère. Généralement, ça suffit. Sinon, on fait un Bracht Morisot, M-A-U-R-I-C-E-A-U. C'est on introduit la main dans la bouche de l'enfant et on extrait l'enfant. Ceci en cas de rétention de la tête dernière. Maintenant, lorsqu'il y a une rétention de la tête, pas au niveau du détroit inférieur, mais au niveau des